La sociologie. Bien, la première question, c'est qu'est-ce que le capitalisme? Javier? D'accord. Qu'est-ce que le capitalisme? D'accord. Le capitalisme, c'est un mot très connu aujourd'hui. Beaucoup de personnes, beaucoup d'auteurs ont théorisé sur le capitalisme, mais probablement les plus connus, les plus importants et les plus influents dans la société, c'est Karl Marx dans son livre Les Capitales. D'accord? Et dans le livre, il parle essentiellement de l'économie et politique. Il explique choses comme l'infrastructure, les superstructures, les capitales, que c'est comme un certain type de pouvoir, euh, et l'évolution de la société, ses histoires et les modes de production, et comme je dis, essentiellement, d'économie et de politique. Alors, il dit que la société est fondée sur ses caractéristiques. Pardon, je répète. Et la société est fondée sur ses régimes économiques. D'accord? Alors, Nous entendons. alors dans le capitalisme, ce régime économique est fondé sur la propriété privée, d'accord? Et pour ça, il divisait la société dans deux classes, d'accord? Les premières classes, un groupe, c'est les entrepreneurs capitalistes, la bourgeoisie, d'accord? Ce sont les personnes qui possèdent les modes de production, mais possèdent l'argent, le capital. Et les autres groupes, les deuxièmes, c'est les prolétariats, d'accord? Ce sont les personnes qui ne sont pas propriétaires, mais sont la force de travail. Alors, d'accord. Il expliquait aussi que le capitalisme est fondé sur un principe injuste, d'accord? Il explique que la société, pardon, je répète, il explique que le capitalisme, c'est l'exploitation des prolétariats par la bourgeoisie. Ok, d'accord. Alors, prochaine question. Qu'est-ce que la loi des trois États? Oh, bien, José. Bien. La loi, premièrement, la loi des trois états est une théorie développée par Augusto Comte dans son livre Les cours de philosophie positive. Et c'est un livre qui explique le développement de la pensée humaine. Et selon Comte, ce processus se produit à travers de trois états. Le premier état est le théologique, et dont l'esprit étudie les premières natures des choses et la finalité de l'homme. Et le deuxième état est la métaphysique, qui essentiellement est le même système que le théologique, mais il désigne les forces abstraites sur à la place de l'agent surnaturel. Le troisième et plus important état est le positif, dont l'esprit renonce à chercher l'origine et la fin des choses et se concentre avec les vrais phénomènes. Par exemple, dans le processus psychologique, est nécessaire à une vraie relation avec les patients. Et la subjectivité ne peut pas être dans les résultats. D'accord, merci. S'il vous plaît. La suivante question est comment le consumérisme a-t-il affecté la vie aujourd'hui? Bon, pour répondre à cette question, nous devons consulter les livres de la Société des consommations de Jean Baudrillard. Et ces livres parlent de notre nouveau mode de vie. Aujourd'hui, nous sommes consuméristes. Et ça signifie que nous valorisons la consommation, et c'est-à-dire le fait de nous servir des biens et des services. Et nous valorisons cela parce que nous sommes persuadés que plus nous consommons, le plus nous serons heureux. Selon Baudrillard, nous sommes les hommes les plus riches de l'histoire, mais nous ne sommes pas les plus heureux.
Et cela arrive parce que l'utilité d'un objet ne se résume pas à remplir une fonction et ni nous consommateurs à satisfaire un besoin objectif, mais à échanger des signes qui manifestent leur statut social. Et les publicitaires ont compris cela et donc ils manipulent les consommateurs en les invitant à enrichir leur identité à travers des biens matériels. Et la prochaine question, c'est quels sont les gouvernements pour Montesquieu? Oui, bien. Premièrement, pardon. Premièrement, l'esprit de loi est un traité de théorie politique qui part sur les différentes formes de gouvernement et sa relation avec la société, la religion, l'éducation, la politique, etc. Et c'est un livre divisé en 6 parties qui contient un total de 31 livres qui sont également divisés dans beaucoup de chapitres. Les formes du gouvernement qui Montesquieu mentionnait dans le livre sont la République, la monarchie et le despotisme. La République, dont le centre de pouvoir peut être des personnes dans la ville, ou peut-être des personnes dans la ville, ou les familles nobles. Le premier serait la démocratie et le deuxième serait l'aristocratie. Et il nous parle aussi sur la monarchie, dont le centre de pouvoir est du prince, et plus important, ou l'idée centrale dans le livre, est le despotisme, qui est la forme de gouvernement dont le centre de pouvoir est seulement d'une personne qui ne se soucie pas des lois. À mon avis, le thème principal dans le livre est la balance et le juste usage du pouvoir que l'homme a. Les questions suivantes. Quelles sont les caractéristiques du totalitarisme? Anna Arendt a expliqué comment caractériser le totalitarisme. C'est un phénomène de masse. Elle définit les masses comme des groupes de structures. Et c'est le capitalisme qui rend possible la transformation du peuple en masse. Les solidarités traditionnelles sur le plan psychologique et les masses n'ont pas les croyances fortes et elles sont confusées de leur capacité à accepter l'idéologie et à la mettre en pratique. Et autre caractéristique, c'est le discours fataliste. Et la dernière caractéristique, enfin, le totalitarisme plombe la société dans ce qu'Anna Arendt appelle la désolation. Et Anna Arendt donnait une conclusion. Le totalitarisme déshumanise l'homme. D'accord? D'accord. Les suivantes questions. Et quelle est la cause du suicide selon Émile Durkheim. Bien, Selon Émile Durkheim, la cause des suicides, c'est parce que le suicide c'est un phénomène social. Bien, et il explique que la société, bien, est très fragile. Non toutes les personnes, mais certaines personnes sont très fragiles. Et pour ça, bien. Et il parlait que les suicides, par exemple en France, il y a entre 10 et 20 suicides pour 100 000 personnes. Et maintenant, il explique que les suicides est divisé en 4 types. Et le premier type, c'est les suicides
Le suicide fataliste, que c'est quand la personne est très frustrée dans la vie. Et le deuxième type, c'est le suicide atomique. Et le suicide altruiste, que c'est quand la personne est capable sacrifier sa vie pour autre. Les suicides et finalement les suicides égoïstes. Bien. La dernière question, c'est la prochaine question, excusez-moi, c'est qu'est-ce que l'éthique protestante? D'accord. D'accord. L'éthique protestante. Je ne rappelais pas. alors l'éthique protestante. Ah, déjà, c'est une idée Chanson. D'accord, d'accord. C'est une idée de Max Weber, d'accord? Et Max Weber écrit un livre qui s'appelle L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Alors, je suis franc, je n'ai compris pas ce livre. D'accord, il parle de la relation entre le capitalisme et la religion et la conduite humaine. Il parle aussi, il explique que la société parle des valeurs religieuses, il parle sur le calvinisme, les protestantisme, et il dit que le protestantisme, c'est l'origine du capitalisme moderne. Il parle sur choses comme l'éthique protestante, et il dit que l'origine de l'éthique protestante est la prédestination. Qu'est-ce que c'est ça? Et je n'ai compris pas le livre. Alors, D'accord. mais essentiellement, les livres parlent sur la relation économie, économie, religion et société. D'accord, oui. D'accord. Prochaine question. Quel est le point de vue de Tocqueville, ça? Sur l'individualisme. L'individualisme. Oui. Et Tocqueville parle sur l'individualisme dans son livre de la démocratie en Amérique. Il pense que la démocratie est la meilleure forme de gouvernement parce qu'il crée de bonnes relations avec les personnes. Et contrairement à l'aristocratie, il ne peut pas obligatoire. Et l'individualisme, c'est le Tocqueville, et c'est trouvé quand les personnes cherchent seulement son accommodation dans les choses matérielles. Par Tocqueville, et ces situations créent la médiocrité par l'homme, pendant qu'il pense qu'il est indépendant. Ce n'est pas la vérité. En fait, l'homme est plus indépendant de les différentes formes de gouvernement et l'État. Et l'individualisme, c'est le Tocqueville, est un état naturel, mais quand il est lié à l'égalité des conditions, il éveille une soif insatiable de commodités matérielles. D'accord. Prochaine question. La prochaine question est... Merci. Pourquoi la classe loisir est-elle particulièrement distinguée? Bien. La classe, merci. La classe de loisirs est Vevle et explique que la classe de loisirs, c'est la classe qui ne travaille pas. Et pour sa raison, il ne peut pas acheter les choses que, par exemple, il veut. Et bien, non, c'est toi? C'est bien. Bien, et pour ces raisons, il ne peut
pas avoir une vie ostentatoire. Par exemple, les classes de loisirs, c'est les opposites de la vie réussie que Javier explique et il a parlé. Et bien, c'est la classe qui ne travaillait pas, mais il veut une bonne vie, mais il ne peut avoir sa vie. Bien. D'accord. La dernière question. La prochaine. Excusez-moi, la prochaine question. C'est qu'est-ce que les pouvoirs dans la société moderne? Selon Michel Foucault, les pouvoirs restent sur la discipline. Et ça veut dire les règles de conduite qui sont dictées par l'autorité et la société dans ces cas. Et les nouveaux systèmes punitifs présupposent que les pouvoirs est dicté par les micro-pouvoirs. Ça veut dire des individus comme les parents et les professeurs, les médecins et certaines institutions comme les asiles, les prisons et les écoles. Et donc, en autre terme, le pouvoir s'exerce par les conditionnements. Ça veut dire que l'individu est son propre censeur, parce qu'il s'agit de ces micro-pouvoirs que j'ai déjà parlé. Et donc, la prochaine question est... Merci. Quelle est la relation entre l'argent et la sociologie? Bien, c'est moi. La relation vient et George Simmel parle en sa livre que l'argent c'est très important dans la société. Bien parce que sans l'argent, Javier, non, il ne peut pas acheter les choses. Bien, non, non, mais George Simmel explique ou parle que l'argent c'est très important parce que avec l'argent, nous pouvons contribuer à la société et pour ça à la sociologie. Bien, et la prochaine question c'est qu'est-ce que le darwinisme social? D'accord, le darwinisme social. C'est une idée de Herbert Spencer, il était anglais. Le darwinisme social est fondé sur l'application de la théorie de l'évolution de Darwin dans la sociologie. D'accord? Il explique que Herbert Spencer, dans ses livres Les premiers principes, que l'évolution permet de comprendre tout. Et c'est tout. C'est tout. D'accord. Dans les livres, il parle que la société s'organise selon la sélection naturelle, d'accord? Il y a des individus qui sont spécialisés en différentes choses, en différentes fonctions. Et il y a différentes classes sociales, d'accord? Et la société s'est améliorée en éliminant les individus les moins adaptés à ce milieu de vie. C'est la vie. C'est la vie. Les problèmes avec ces théories, est-ce que peut comprendre la société? Non, pardon. On peut voir ces théories comme une justification de l'inégalité sociale, une excuse pour les discriminations. Alors, prochaine question. Quelle est la métaphore qu'il utilise pour décrire la vie? Qu'il utilise qui? C'est Stéphanie. Merci. Rien. D'accord. Et Erving Goffman compare les interactions humaines à une pièce de théâtre, ce qu'il appelle le modèle dramaturgique de la vie sociale. Il dit que le monde entier est un théâtre
et tous, hommes et femmes, ne sont que les acteurs et notre vie durant nous joue plusieurs rôles. D'accord? Et comment la métaphore de théâtre nous permet de comprendre la vie sociale. Et nous sommes des acteurs qui jouent une variété de rôles. Erwin Goffman distingue trois types de situations. Et tout d'abord, les situations où l'individu, acteur, joue devant le public. Son comportement sont forcément influencés par le public. Et ensuite, la situation où il est en coulisses, la libérer du regard du public. Il abandonne ce rôle. Et dernière, et enfin, les situations où il interagit avec le public et en dehors de la scène, il peut avoir un rôle différent à jouer en fonction des personnes qu'il rencontre. Merci. La prochaine. D'accord. Est-ce qu'il existe une coupure entre les peuples et les élites? Est-ce qu'il existe une coupure entre les peuples et les élites? D'accord. Micro. Oui, selon Christopher Lasch, il y a une coupure entre les peuples et les élites. D'accord? Christopher Lasch était américain, historien. Il étudie l'histoire. Alors, il est mort, évidemment. Il écrit un livre qui s'appelle La révolte des élites. D'accord? Et dans le livre, il parle sur beaucoup de choses, mais essentiellement, j'ai compris qu'il y a une profonde coupure entre les peuples et les élites. D'accord? Et ces coupures, il y a des raisons pour ces coupures, d'accord? Des raisons intellectuelles et des raisons matérielles. Les matériels, par exemple, la sectorisation de l'économie et la mondialisation aussi. Et tout ça place les élites à part des citoyens. Et les raisons intellectuelles sont, par exemple, les discours. À les élites ne les importaient pas les problèmes, les nécessités des personnes, des citoyens. Et c'est ça? Alors, prochaine question. Comment se fait-il que les êtres humains créent la vie en société? C'est moi. Oui, d'accord. Pour répondre à cette question, nous devons consulter les livres et la construction sociale de la réalité, qui est écrit par Peter Ferger et Thomas Luckman. Dans ce livre, il dit que les individus vivent la réalité quotidienne à travers des schémas de pensée qui sont adaptés à la vie en société. Et selon lui, la réalité sociale, c'est une institution qui est née de la répétition. Une action répétée par un individu devient une habitude. Et une habitude qui est observée par un autre individu devient une institution, qui peut être définie comme une structure durable qui contribue à l'organisation de la société. Dans ces livres, on a aussi la socialisation primaire, qui est la socialisation des enfants, et la socialisation secondaire, qui c'est la socialisation des individus dans la vie de travail. Et donc, ce sont les processus d'adaptation de l'individu à la vie en société. Mais en conclusion, la vie en société, c'est une construction sociale qui a besoin d'interactions des individus les uns avec les autres. D'accord. Et bon, la prochaine question, c'est... Merci. Et quelle est la pertinence aujourd'hui des idées avancées par Bourdieu dans la distinction? Oui, bien.
Cette idée sont très importantes aujourd'hui parce qu'elle explique comme la structure de notre société actuelle et comme ça concerne avec notre goût et perception. Et les habitudes et, tu peux répéter les noms, j'ai oublié. Bourdieu, excusez-moi, par Bourdieu. Les habitudes par Bourdieu et les habitudes par Bourdieu et la perception que nous avons sur les positions que chaque personne a avec notre société, comme la religion, l'éducation, et la politique, etc. Tout ça. Choses comme ça créent une vision générale et une perception sur le monde. Et par exemple, deux personnes dans le même travail ont une différente perception et en concordance avec l'argent qu'ils font, c'est-à-dire la quantité. Exactement. Et ce concept est relevant aujourd'hui parce que la relation que les différentes classes sociales ont avec la manière qu'ils nous parlent avec l'autre a une influence avec soi, avec la perception de soi, et aussi l'effort que nous parlons avec la personne, les choses que nous parlons, les lieux que nous visitons, l'effort que nous avions, etc. La dernière question. Qu'est-ce que l'hégémonie culturelle? Ah, d'accord. Pour commencer, l'hégémonie est la manière dont une classe sociale parvient à exercer sa domination sur les autres. Et l'hégémonie culturelle explique que le groupe social dominant a acquis sa domination en propageant ses croyances et ses pratiques. Et dans la société, la diffusion de la culture dominante passe par plusieurs canaux. L'Église, les partis politiques, etc. Et sont des foyers culturels dont le pouvoir bourgeois se sert pour maintenir son hégémonie et produire la culture diffusée. Merci. Mais on va voir une invitée qui n'est pas entre nous, parmi nous. Mais Moïse Matute, il va parler sur autres travaux des études sociales. Bien, merci. Merci. Au revoir. Bonjour à tous, merci à mes camarades pour l'invitation. D'accord, je vais parler des 3 livres sur la sociologie. Le premier, c'est les traités de sociologie générale de Vilfredo Pareto. Et je vais parler de comment les élites se classifient dans la société. Bien, selon le point de vue de Pareto, les élites fonctionnent comme un petit groupe d'individus qui peuvent accomplir des actions et bénéficier d'avantages que la majorité ne peut attendre dans la société. Mais non, le point de vue est important dans la division des élites. Il y a des élites sociales et des élites politiques. Et les élites sociales jouent un rôle de groupe qui profite mais ne manifeste pas de pouvoir majeur sur les autres. D'autre part, les élites politiques sont chargées d'agir en tant que dirigeants de la société et Pareto établit ainsi 2 types d'élites politiques. Celles qui gouvernent par la force et celles qui gouvernent par la ruse. Bien. La démocratie et la diplomatie jouent un rôle important pour les élites qui gouvernent par la ruse, car c'est par des actes et des messages élaborés de manière, on peut dire, stratégique qu'elles peuvent remplir efficacement leurs fonctions. En revanche, les élites politiques qui ont recours à la force utilisent les pouvoirs militaires ou policiers pour mener à bien leurs tâches. Pareto différencier les 2 types de élites politiques par une analogie intéressante. Comparons les lions et sa force au renard et sa ruse.
il est important de garder à l'esprit la distinction entre les élites sociales et les élites politiques. Ils représentent des similitudes, mais la manière dont ils peuvent influencer la société peut varier considérablement en termes de méthodes utilisées ainsi que l'ampleur de cette influence. Bien, et le suivant livre est l'essai sur les dons par Marcel Mauss. Bien, je vais parler de comment Mauss établit l'importance de l'acte de donner. Cette question découle de l'essai de Mauss sur la nature économie de l'espèce humaine, en tenant compte du fait que la société en général fondait son économie sur un marché. Cependant, il est important de considérer l'acte de donner comme un moyen de créer des liens et des points de collaboration entre différents groupes. Et nous pouvons en tenir compte dans les interactions sociales des temps passés avec des groupes d'origines différentes et leurs différences qui, grâce à certains rituels, pouvaient résoudre ou maintenir une interaction pacifique. Mauss affirme que le don est un rituel social crucial dans lequel un échange est créé au-delà de l'objet, car il y a généralement dans les cadeaux, un message ou un symbolisme adressé à la personne qui reçoit le cadeau. Cela peut être considéré comme une manifestation de solidarité, une offrande de paix ou un gage d'affection. Tout au long de cet essai, Mauss soutient que l'acte de donner est extrêmement important pour maintenir la cohésion entre les groupes, soulignant l'importance collective de cette action et son influence sur la société en général. Bien, les derniers livres et sur le processus de civilisation de Norbert Elias. Et il parle dans ce livre de l'évolution et comment est manifestée dans l'espèce humaine. Il est bien connu que l'espèce humaine a évolué au cours de multiples époques, adoptant un caractère collectif bien plus qu'individuel. Selon la perspective d'Elias, dans ce livre, l'évolution se produit d'abord chez l'individu, sans doute en adoptant de nouvelles compétences, caractéristiques et des fonctionnements dans son environnement. Et puis l'évolution en tant que société, dans ce cas, nous pouvons relier cette idée au fait qu'en tant qu'espèce, les êtres humains se développent au sein d'un groupe, tout en s'interconnectant avec d'autres groupes, c'est-à-dire en vivant en société. Et en nous établissant en tant que société, nous nous sommes progressivement adaptés aux changements provoqués par les passages du temps. Dans le passé, il n'existait pas de conventions sociales, de lois et de règlements qui aujourd'hui sont indispensables au maintien de l'ordre dans la société. Bien que nous ayons été primitifs et que ce soit l'origine de notre espèce, nous avons aujourd'hui assimilé d'autres méthodes et comportements qui continueront à avoir des adaptations et fonctionnent sur les époques. Pour reprendre les mots d'Elias, nous avons appris à nous contrôler et nous sommes donc devenus une société civilisée. Bien, merci pour l'invitation et c'est tout.